Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Nous sommes à Davos et mon invité est Mathieu Ricard, moine bouddhiste, auteur de plusieurs livres. Le dernier, Cerveau et méditation. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous, Mathieu Ricard. Alors, les années précédentes, vous dénotiez déjà à Davos en parlant d'altruisme. Alors, aujourd'hui, avec Donald Trump, avec le retour du protectionnisme, avec finalement l'opposition à l'accueil des réfugiés, on peut dire que véritablement vous dénotez dans ce paysage. Mathieu Ricard, avez-vous l'impression d'avoir échoué finalement? Non, parce que si on regarde le progrès de civilisation en général, si vous voulez, ça cesse de progresser. On a passé de 1,5 milliard de personnes sous le seuil de la pauvreté à 750 millions. La violence, contrairement à ce qu'on en dit beaucoup dans les médias, a cessé de diminuer depuis 5 siècles. Si vous pensez que depuis 5 siècles, oui, d'accord. Mais c'est vrai qu'en ce moment, le discours ambiant, on ne peut pas dire qu'il soit très altruiste. Sur le temps, il y a des hochets, il y a des soubresauts, il y a des séismes, mais malgré tout, rien que le taux d'homicide est passé de 100 homicides pour 100 000 habitants à 100 fois moins en 5 siècles. En 5 siècles. Oui, mais oui, ça continue. Grâce à la démocratie, améliorer le statut des femmes, etc. Donc, si vous voulez, c'est sûr qu'on a aboli la torture, on a aboli l'esclavage, ça progresse. Ceci dit, il y a des soubresauts. Regardez et là, on est dans un soubresaut qui ne va pas dans le bon sens. Voilà, vous êtes d'accord avec ça? Mais bien sûr. Parce que regardez Angela Merkel, qui a accueilli 1 million de réfugiés. Aujourd'hui, tout le monde la critique. On ne veut plus accueillir oui, alors qu'ils réfugiés. ont besoin de 5 millions de travailleurs d'ici 2020. Et où est-ce qu'ils vont les trouver? Donc, tout le monde dit que ça, en fait, c'est presque une bénédiction. Comme les États-Unis, la puissance des États-Unis au départ, c'était les migrants. Pas tout le monde, puisqu'aujourd'hui, il y a une montée du populisme, justement, qui est liée à cette politique des réfugiés aussi. Il y a des gens doctes. Les gens ont peur. Il y a des gens doctes qui partent d'époque de post-vérité. Alors maintenant, on peut dire n'importe quoi, on peut créer des peurs partout. Moi, dans un petit village en Dordogne... Créer véritablement ces peurs, Mathieu Ricard, parce que les gens ont peur. Moi, je viens de voir un petit village en Dordogne, à Montignac. Il y avait 20 Afghans qui ont été recueillis là. Au début, je leur dis, ouh là là, des Afghans et tout. Au bout de 15 jours, tout le monde était là pour essayer de leur apprendre le français, à leur donner des cours, à les inviter à déjeuner. Quand le gouvernement a décidé de les envoyer ailleurs, tout le monde dit, mais non, on veut les garder et tout ça. Donc, si vous voulez, quand on voit que c'est des êtres humains qui ont eux-mêmes des parents, des enfants, qui veulent faire quelque chose dans la vie... On se rend compte brusquement, c'est plus les hordes d'Attila qui débarquent avec des grosses barbes et qui vont violer nos femmes et kidnapper nos enfants. C'est des êtres humains qui échappent souvent à des difficultés majeures, à des persécutions, à des famines. Et si vous voulez, quand on sait, il faudrait mieux s'occuper du réchauffement climatique, parce que quand il y aura 250 millions de réfugiés climatiques, encore ce matin, Nicolas Stern, un grand économiste, vous avez été d'un des premiers d'ailleurs à parler et de oui, donc si vous voulez facturer d'ailleurs. Ça sera tout à fait d'une autre magnitude que ce qu'on voit maintenant. Donc c'est ça les vrais problèmes. C'est la question de l'environnement. C'est pas. Quel accueil on vous réserve aujourd'hui à Davos, Mathieu Ricard, et cette année en particulier, alors que l'ombre de Trump malgré tout est tout de même sur Davos, qu'on parle effectivement de repli, d'égoïsme. Si on se replie, là, au moment où il y a des défis, au moment où ça semble aller vraiment mal, et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? On a l'impression qu'on rêve, on va finir par se réveiller. Ben non, c'est comme ça que c'est la réalité. Quel accueil on vous réserve ici? Si on dit que si c'est le moment de baisser garde et de se décourager en plus, alors là, on est foutu. Donc à ce moment-là, il faut se dire, voilà, toutes les forces du bien, tous ceux qui veulent ensemble œuvrer pour un monde meilleur, ils doivent redoubler d'efforts au lieu de se dire, bon, ben, c'est fichu, on part dans la forêt, restez tranquille, moi je retourne dans mon ermitage. Et vous avez l'impression d'être écouté aujourd'hui, cette année en particulier? Oui, j'en sais rien, il faut demander aux autres. Mais vos livres marchent en tout cas? Mon livre marche pas mal. Le dernier, 3e enquête de sagesse, il paraît que c'est dans le non-fiction, c'est celui qui a été le mieux accueilli en France en 2016. Bon, toujours est-il que... Donc il y a une recherche de sagesse malgré tout. Oui, on est surpris, mais avec mes 2 amis, Alexandre Jolien et Christophe André, on était au Zénith de Lille avec 4000 personnes. On se demandait, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce besoin de trouver des valeurs, et peut-être que, voilà, ça représente ça. Mais c'est pas le truc genre bisounours, tout le monde est gentil. On sait très bien quels sont les défis. Moi, je travaille en Orient pour des projets humanitaires, je vois bien la difficulté qu'il y a à œuvrer pour un monde meilleur. Mais en gros, je sais pas, mon ami Yann Arthus-Bertrand disait, il est trop tard pour être pessimiste. Si on abandonne ce combat pour meilleur... C'est un combat. C'est un combat pour la justice sociale, pour remédier aux inégalités, mais c'est un combat non violent et constructif. Ce n'est pas le combat de la haine, de l'hostilité, de la méfiance, de la peur.
C'est la révolution altruiste, et ça prend un peu de temps. Et cette révolution altruiste, vous dites... Révolution non violente. Elle est non violente, et en plus, elle profite au business. Alors, expliquez-moi quand même. Profite au business, j'en sais rien. Moi, je suis... Aux sociétés, les économistes... Être altruiste, avoir de l'empathie, ça aide à les faire économistes du business. avec qui je discute ici, c'est comme Denis Nauer, qui a un grand institut à Kiel, en Allemagne, et qui parle de caring economics, donc l'économie qui inclut la considération d'autrui, qui est au service de la société et non pas la société au service de l'économie. Il y a des voies comme ça. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, parle des inégalités qui sont un des grands défis du moment. Il y a quand même des gens qui voient les choses comme elles sont et qui essaient dans leur domaine, qui est celui de l'économie, d'avoir une économie plus solidaire, qui effectivement, une contribution à un meilleur monde, et non pas siphonner tout vers le haut et jamais rien qui ruisselle vers le bas, contrairement à ce que certains prétendent. Alors dans votre dernier livre, vous parlez de cerveau et méditation. Donc c'est quoi l'impact de la méditation sur le cerveau, Mathieu Ricard? Oui, alors effectivement, là je fais des séances de méditation tous les matins, c'est quand même symptomatique que depuis 2-3 ans... C'est très à la mode, la méditation. La première, oui, il y a la mode et puis aussi quand même la réalité, à savoir que si vous apprenez à jongler ou à jouer du piano ou à lire, à écrire, votre cerveau va changer. Eh bien, il en est exactement de même. Si vous entraînez votre cerveau à l'attention, si vous entraînez votre cerveau à la bienveillance, justement, ce qui personnellement la forme de méditation qui m'est la plus chère, eh bien votre cerveau va changer structurellement, fonctionnellement. Et Wolf Singer, qui est un des grands neuroscientifiques du moment, on sait très bien, maintenant il y a un grand nombre de travaux qui montrent, oui, effectivement, ce n'est pas la peine de partir 50 ans dans l'Himalaya. Si vous entraînez votre cerveau à l'attention et à la bienveillance 20 minutes par jour, au bout de 2 mois, 3 mois, on voit une différence d'épaisseur dans le cortex. Et c'est scientifique. C'est plus que scientifique. Si ce n'était pas scientifique, ça serait juste blablabla, quoi. Et ça s'apprend alors de méditer? Oui, c'est pas difficile. On apprend à lire, à écrire. Pourquoi pas à essayer de focaliser son esprit, de faire venir la bienveillance en soi. Et puis, au lieu que ça dure 30 secondes, quand on pense à un enfant merveilleux qu'on aime beaucoup, d'essayer de le cultiver pendant 10-15 minutes. C'est pas plus compliqué que ça, mais simplement, on n'a pas l'habitude de le faire comme on fait de la gym tous les matins sur un tapis roulant. Là, on fait de la gymnastique de la compassion. Et vous faites de la gymnastique de la compassion ici à Davos? Vous faites un training de patron ici à Davos? Tous les matins, de 8h à 8h30, effectivement. Et il y a quand même pas mal de monde qui vient. Ça prouve que puis, les gens qui viennent ici, généralement, c'est toujours des personnes qui ont eux-mêmes un impact dans le monde. Donc, tant mieux si ça peut être utile à quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'ils sont stressés, finalement, avec toutes ces Le matin, on est très tranquille. On voit le lever du soleil, on parle un peu de bienveillance, de présence attentive. Voilà, ça fait du bien. Et l'idée, c'est que c'est un état d'esprit auquel on peut se référer dans la journée si on a un conflit, une difficulté, parce qu'on a cet espace plus vaste qui nous permet d'avoir un meilleur jugement, d'avoir des relations plus constructives avec autrui, ou de péter les plombs dès qu'il y a quelque chose qui vous contrarie. Vous êtes bouddhiste. Il y a un retour du religieux aujourd'hui, vous pensez? Ça, je ne crois pas. C'est le bouddhisme, est-ce que c'est une religion ou pas? Est-ce que c'est une religion? Un chemin de transformation vers devenir un meilleur être humain, aller aux racines même de la souffrance et de l'ignorance? On peut dire que c'est pas, en tout cas, c'est pas une religion théiste, donc il y a beaucoup de gens qui l'excluent des religions. Et vous-même, vous l'excluez d'une religion? Il y a des aspects religieux, mais c'est surtout un chemin de transformation. Oui. Vous pensez qu'il y a tout de même une recherche du... Est-ce qu'il y a une différence entre le sacré et la religion pour vous, justement? J'en sais rien. Je pense que vraiment l'idée, c'est d'essayer de devenir un meilleur être humain pour mieux se mettre au service des autres. S'il y avait un motto qui m'inspirait, ça serait celui-là. Il n'y a pas de retour de religieux pour vous aujourd'hui? Si on voit les religions traditionnelles... On parle beaucoup de la laïcité menacée, justement, par un retour des religions. Si on voit les religions traditionnelles dans nos pays, on n'a pas l'impression qu'elles sont très en pleine expansion. Alors l'islam, c'est dû à un accroissement des populations qui sont de religion islamique, mais ce n'est pas un renouveau au sein même de ce qui était traditionnellement depuis dans notre pays. Bon, c'est sûr qu'il y a... C'est un lieu commun de dire qu'il y a une montée d'un islamisme très extrême qui n'est pas... Moi, j'ai voyagé beaucoup depuis 50 ans en traversant des pays islamiques pour aller en Inde. Il y avait une hospitalité incroyable, une gentillesse incroyable. On se sentait complètement en sécurité. C'est vrai que maintenant, c'est tout à fait la même chose. Vous êtes toujours à la tête de cette fondation Karuna Setchen. Vous continuez à œuvrer pour cette fondation? Plus que jamais. L'an dernier, avec les tremblements de terre au Népal, on a aidé 200 000 personnes dans 620 villages, 600 tonnes de riz, 15 000 tentes. Et en tout, dans le domaine de la santé,
de l'éducation et des services sociaux en Inde, au Népal et au Tibet. Nous avons pu avoir 400 000 bénéficiaires l'an dernier. Donc, personnellement, moi, je mets toute mon énergie et ma passion à essayer ainsi d'un peu aider. Et je suis très touché qu'une grande solidarité citoyenne, notamment en France, pour nous aider à pouvoir aussi aider mieux poursuivre nos projets sur place. Et à Davos, on y est sensible également à cette association? Alors, au fil des années, un certain nombre de bienfaiteurs qui sont devenus des amis et qui nous ont rejoints. C'est pas aussi facile qu'on pourrait l'imaginer, hein, parce qu'il suffit de se mettre dehors et pêcher les milliardaires. Mais c'est pas ça. Il faut créer des liens d'amitié. Et quand les gens se passionnent pour ce que vous faites, à ce moment-là, ils vous aident. Et ils se passionnent un peu tout de même pour ce que vous faites. Et oui. Ici aussi. Merci beaucoup, Mathieu Ricard, d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.